Hello. 20 ans se sont écoulés depuis l'effondrement du monde civilisé. Ce jour-là, l'électricité et Internet se sont tous les deux soudainement éteints, entraînant avec eux la perte des ordinateurs. Sans accès à leur divertissement bon marché préféré, les gens ont complètement déraillé. Pour contenir le chaos et la violence, les villes ont érigé des murs, jetant dehors tous les indésirables. L'Amérique a été divisée en deux mondes. Celui qui continuait la vie paisible à l'intérieur et les parias de l'extérieur. Pour survivre, ces derniers ont été contraints de se battre les uns contre les autres pour des ressources, principalement des voitures et des armes à feu. Les seules personnes qui font partie des deux mondes sont les coursiers, surnommés laitiers. Ces gros durs transportent des marchandises entre les villes, grâce à leurs véhicules remplis d'armes. L'un de ces coursiers, c'est John Doe, accompagné de sa fidèle Subaru Impreza, qu'il appelle affectueusement Evelyn. Il s'est assez bien installé dans ce nouveau monde, mais sa vie va bientôt radicalement changer. Chaque voyage dans les friches américaines avec des colis de valeur est un pur suicide. Cette fois, John se retrouve sous le feu des voleurs. Mais le laitier était né pour de tels défis. Il esquive les balles et allume un CD avec de la musique à plein régime. Après avoir fait demi-tour, John tire une rafale de balles sur les assaillants. Il reste deux voitures et il les évite juste à l'intérieur des ruines d'un centre commercial. Pour sortir de ce labyrinthe, il doit trouver un plan. John venge le verre brisé en faisant sauter la cervelle du conducteur. Le tireur est envoyé voler à travers le couloir. S'emparant de nouvelles baskets, le laitier casse les portes vitrées du centre commercial et part en voiture pour accomplir sa mission. Il arrive aux portes d'une petite colonie, Three Rivers. Le nouveau garde exige nerveusement de voir sa pièce d'identité. John s'identifie grâce à sa plaque signalétique de l'État de Californie. La cargaison du coffre est échangée contre du carburant et de la nourriture. Le gars reçoit également une nouvelle mission, livrer d'urgence des médicaments à New San Francisco. C'est la ville la plus grande et la plus prospère de la côte ouest. John s'y rend joyeusement, pendant que les gardes ouvrent le paquet. Même la nourriture pour chiens est un mets délicat pour eux. Sur le chemin, le laitier s'arrête pour récupérer de nouveaux essuie-glaces pour Evelyn. Ensuite, il se fait attaquer par un fou qui saute directement sur la voiture. John le tue rapidement grâce à la mitrailleuse sur le toit. La nouvelle mise à niveau fait un excellent travail d'essuyage du sang qui coule le long du pare-brise. S'arrêtant pour une petite pause de la nature, John fait face à une autre tentative d'effraction dans sa voiture. Il effraie deux voleurs masqués d'un coup de semonce. Le gars s'éloigne, tandis que la fille s'arrête pour faire un geste obscène. C'est assez drôle, car il lui manque un doigt sur la main. Le laitier continue son chemin et s'arrête à la plage. Là, il se fait à manger. Puis il sort une photo d'enfance avec ses parents. Malheureusement, leur visage manque. Mais si tu tiens la photo brûlée dans un phare, l'ombre ressemble à trois silhouettes en étreinte. Il arrive aux portes de San Francisco dans la matinée. Des centaines de sans-abri vivent dans des tentes à l'entrée, fouillant dans les déchets. Les gardes rencontrent le laitier et récupèrent la cargaison. Mais ce n'est pas tout. La directrice de l'exploitation de la ville veut parler en personne au coursier. John n'en croit pas ses oreilles. C'est une grande chance de se retrouver de l'autre côté du mur. L'énorme porte s'ouvre et les soldats repoussent les réfugiés qui tentent d'entrer à l'intérieur. En ville, il faut quelques tentatives à John pour réussir une manœuvre inconnue, le stationnement en parallèle. Il est ensuite désinfecté et aspergé d'eau à partir de tuyaux. Les gardes mettent un sac sur la tête de l'homme et ils le traînent jusqu'à un bar. Là, il est accueilli par la COO de la ville, une femme nommée Raven. Elle couvre le gars de compliments. John est le seul laitier qui revient toujours sain et sauf après l'émission. Les autres ne survivent même pas à 2 voyages. You're consistent, reliable. You got a solid ass. Boom. Le COO veut que l'homme lui apporte un paquet important. Il doit être récupéré à New Chicago et le chauffeur n'est pas autorisé à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. John se lève immédiatement de son bureau avec l'intention de partir. Cet endroit est légendaire, la route y est trop longue et dangereuse. Raven arrête le laitier. En récompense, elle lui offre la citoyenneté de San Francisco. John pourra vivre en ville avec le reste des citoyens respectueux des lois et arrêter de craindre pour sa vie. Après une promenade dans une rue animée, la COO emmène l'homme dans un appartement luxueux. Le laitier est impressionné, mais son plaisir et ses pensées de céder à la tentation sont rapidement remplacé par la conclusion que c'est un endroit idéal pour une embuscade. Il attrape un vase sur la table, quand tout à coup, un homme avec un bébé descend l'escalier. Raven présente son mari et sa fille. C'est la première fois que John voit un bébé, et il est très ému. Il est invité à rester dîner. L'homme, peu habitué à l'étiquette de table, est maladroit avec les couverts. L'image d'une vie de famille parfaite devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il accepte la mission dangereuse. Il aura exactement 10 jours pour revenir. Si John est en retard ne serait-ce que d'1 seconde, le contrat sera résilié. Pour garder une trace du temps, Raven lui donne une montre avec un compte à rebours. Le laitier part, mais pas avant de la remercier. Il ne voit pas Raven enlever le faux sourire de son visage et remettre le bébé aux gardes.
Get it back to its mother. Your payment's in your apartment. Pendant ce temps-là, dans l'état voisin du Nevada, un gars et une fille fuient les voitures et motos de police. Leur corbillard rose esquive un missile avant de frapper une mine. La voiture se retourne et tombe sur son toit. L'agent Stone se dirige vers les criminels. Il a l'intention de rétablir l'état de droit dans les friches. Tout comme le légendaire chef de la police, Bratton. L'homme avait une théorie selon laquelle les petits péchés conduisaient toujours au grand. And so he would stamp out those little sins like a match before it ever caught fire. Stone est également impitoyable et inflexible. Il va punir les pillards et leur offre deux options. Soit l'un d'eux se suicide, soit les deux meurent. L'homme ne s'adoucit pas le moins du monde quand il apprend que les deux sont frères et sœurs. Ils se joignent les mains, se préparant à mourir ensemble. Mais au dernier moment, le gars attrape une arme et se sacrifie pour sa sœur. Stone voit le doigt coupé sur la main de la fille, et il se rend compte qu'elle vient du comté d'Orange. Il a entendu parler de la cruauté des punitions locales. En réponse, la fille jette un regard plein de haine à l'homme. On dirait bien que soit sa langue a été coupée aussi, soit elle est muette. Stone ordonne de laisser une marque sur son épaule, ce qui sera un avertissement pour les autres criminels. Avant de partir, il redonne une seule balle à la fille, pour qu'elle puisse rejoindre son frère si elle le veut. Pendant ce temps-là, John rend visite à Tommy, son vieil ami et cartographe. Il déclenche presque un fil de déclenchement à l'entrée, puis il lui demande une carte de New Chicago. Le vieil homme suggère plutôt d'aller au Canada, où il y a une ruée vers l'acier. À l'est, le gars se ferait juste tuer. Le trajet est de 3000 km, et il n'y a pas un seul refuge sur le chemin. Even the people trying to bring the law back are just as dangerous. It's chaos out there, John. La route traverse également Las Vegas, où un voyou vraiment légendaire, Sweet Tooth, le clown, règne en maître. John dit que la récompense en vaut la peine. Il remercie l'homme pour la carte, et il part. Alors qu'il s'approche de Las Vegas, il rencontre la fille muette, qui se tient au milieu de la route. Le laitier appuie sur les freins pour éviter de la toucher. La fille menace John avec une arme, et le fait sortir de la voiture. Mais le conducteur lui-même sort furtivement un pistolet, se préparant à riposter. Il se souvient qu'il a déjà rencontré la fille, et que la veste rouge appartenait à son partenaire. Devinant que le gars est mort, et que l'étrangère est en deuil, John propose de repousser l'attaque du clown fou ensemble. Son camion de crème glacée apparaît au coin de la rue, se dirigeant directement vers la paire. Ils se retournent et tirent, mais ils ratent leur coup. Alors que John essaie maladroitement de recharger, sa compagne prend le volant d'Evelyn. L'homme rattrape la voiture et saute dans le siège passager. Il convainc la fille de bouger, puis il lui dit tout son plan d'action pour les 10 prochains jours. Elle n'a pas l'air contente de ce voyage. C'est là que la camionnette les frappe par derrière. Le clown les rattrape et leur demande de descendre la fenêtre. L'homme potelé les invite à son spectacle, mais John lui tire juste dessus avec des mitrailleuses. You're not coming to my show? Well, then the show is coming to you. Le glacier répond avec des coups de feu. Il tire sur les roues d'Evelyn, et les partenaires, nouvellement frappés, volent à travers les portes du casino. Pendant ce temps-là, deux hommes, Stu et Mike, sont ligotés dans une baignoire. Là, ils marinent dans la sauce teriyaki. Les gars ont été attrapés par des bouchers qui vendent de la viande humaine. Mike blâme son ami, qui s'est endormi, et pour ça, ils ont été expulsés dans les friches. Bien qu'ils se soient tous les deux assoupis, seul Stu ronflait comme une chèvre. Soudainement, Stone et ses hommes font irruption dans la pièce. Ils tuent les cannibales, et les anciens gardes se voient proposer de rejoindre les forces de l'ordre. Mike accepte immédiatement, et Stu fait écho à la décision de son ami. Les gars sont amenés à la base, où ils bénéficient d'avantages sans précédent. Douche chaude, lit et nourriture. Mais ils doivent d'abord subir une initiation. À côté du bâtiment se trouve un camion cassé avec des fournitures. Les deux doivent le défendre contre les pillards, à l'aide de fusils de sniper. Au casino de Las Vegas, John essaie rapidement de changer un pneu, mais il entend le clown s'approcher. Sa compagne de voyage frappe perfidement son partenaire dans le dos, révélant son emplacement, et s'échappe. Sweet Tooth coince John et le frappe. Le maniaque ne ressent aucune douleur des coups, et il danse sur la musique, s'amusant avec sa victime. Le laitier chante également sur la musique, et le clown voit un esprit apparenté en lui. Il trouve un terrain d'entente. Après quoi, l'homme costaud attrape John et l'emmène à son spectacle. Le voyageur partage son nom, et il dit qu'il n'a aucun souvenir de son enfance ou de sa famille. Son premier souvenir qu'il a, c'est lui qui se réveille dans une voiture, la tête en sang. Sweet Tooth se souvient également de quelque chose de similaire, sauf que c'est arrivé quand il est né. Mais l'amnésie de John a ses avantages. You should consider yourself lucky. There are some things I wish I could forget. À ce moment-là, Stu et Mike prennent leur position de tireurs d'élite, d'où ils voient une voiture avec deux hommes. Ils ouvrent l'arrière du camion, et Stone leur ordonne d'éliminer les mouettes. Hey, why do you call them seagulls? These look like normal survivors to me. Mike tue immédiatement l'un d'eux, mais Stu ne peut pas résoudre à achever un homme non armé. Son ami le fait pour lui, et Stone est content des gars. Il dit que les mouettes voient le monde en nuances de gris, et qu'ils n'ont donc aucun respect pour la loi. Pour les hommes de loi, il n'y a que deux couleurs,
le noir et le bleu uniforme. Pendant ce temps-là, Sweet Tooth amène John dans son repère. Il dit qu'il vivait dans un asile avant l'apocalypse. Il s'est installé tout seul ici depuis. Le clown présente Harold, un sac en papier qui ne lui ment jamais et qui est son seul ami. Toutes les autres personnes ont menti à l'homme, même ses parents. John est surpris, mais après tout, il a aussi une amie inanimée, Evelyn. Il était vraiment seul avant de la rencontrer, et il regrette de ne pas pouvoir la faire rire. Sweet Tooth, en revanche, a faim d'applaudissements, et il est déterminé à les obtenir. Il révèle également qu'il a attrapé une fille, et qu'il a l'intention de la faire mourir de faim pour le plaisir. La fille muette, que l'on connaît bien maintenant, est piégée dans un immense aquarium, implorant de l'aide. John est réticent à aider la fille après sa trahison, mais elle a les seules clés d'Evelyn avec elle, et le gars persuade l'homme de mettre un autre spectateur dans le public. À la fin du spectacle, le clown promet de les laisser partir tous les deux, bien que personne n'ait encore pu survivre aux 3 actes. Le clown conduit les invités dans l'auditorium. Il place des steaks de tigre blanc sur la table. Les animaux se sont reproduits comme des fous à l'étage supérieur. John tente sans succès de convaincre la fille muette de lui donner les clés. Sweet Tooth monte sur scène. Sa performance se compose entièrement de pubs pour les casinos et les magasins. Le clown n'a jamais quitté Las Vegas et il a écrit sur ce qu'il a vu autour de lui. Le public s'endort littéralement par ennui. L'interprète termine son numéro et il demande à John s'il a apprécié. Le laitier ment que la performance était géniale. Sweet Tooth sent le manque de sincérité et il s'énerve. Il sort une machette pour couper la tête de John. Soudainement, la fille silencieuse laisse échapper que le spectacle était extrêmement ennuyeux. The hell did you say? It sucked. Your performance was dull as dick water and frankly beneath you. Il lui conseille de voyager, et le clown décide de partir en tournée pour de nouveaux publics et de nouvelles expériences. Sweet Tooth adore l'idée, et il laisse partir le public. La fille rend les clés à John, et ils montent dans la voiture. En se séparant, le clown donne une carte signée à ses nouveaux fans. Puis, il asperge le casino de kérosène et y met le feu. Sous la menace d'une arme, John accepte d'emmener la fille où elle doit aller. Elle cherche quelqu'un, mais elle reste plus discrète que jamais et ne révélera même pas son nom. John lui donne le surnom de Quiet. Il arrive au point de contrôle des hommes de Stone, qui n'étaient pas sur la carte de John. Stu, le timide, est chargé de vérifier le permis de conduire. Pendant que John discute avec le flic, Quiet remarque Shepard, l'assistante de Stone, qui l'a marqué. Elle sort de la voiture en essayant de lui tirer dessus. Elle et John se font tout de suite assommer par des tasers. Les 24 premières heures de la mission sont perdues, et le laitier est à nouveau en difficulté. Ils sont arrêtés et amenés à un barrage pour être interrogés. À l'intérieur, il y a un poste de police où sont émis les amendes et les permis. Les gens sont menacés d'être jetés dans l'abîme, pour une violation répétée. Dans le garage, Mike essaie d'ouvrir le coffre d'Evelyn, sans grand succès. Stu trouve la photo de John et la carte de Tommy dans la cabine. Il trouve les méthodes de Stone trop brutales. Le patron a répandu un mythe à son sujet, selon lequel il aurait eu affaire à des terroristes qui ont tenté de s'emparer de la ville le jour de l'apocalypse. En réalité, il travaillait comme un flic ordinaire que personne ne respectait. Ce jour-là, Stone essayait juste d'empêcher des filles mineures de fumer près du centre commercial. Lorsque les satellites et les avions ont commencé à tomber du ciel, il s'est enfui, comme tout le monde. Quelques jours plus tard, il a été volé sous la menace d'une arme par une voisine enceinte et son mari. Shepard arrive et prend la carte de Stu. C'est une découverte précieuse qu'il apporte immédiatement à Stone. Alors que John et Quiet attendent d'être interrogés, la fille se tait une fois de plus. Elle croit que tout bavardage pourrait les tuer. Le laitier n'est pas d'accord. Stone entre dans la pièce et met de l'eau devant les prisonniers. Il a passé des décennies à construire des points de contrôle qui s'étendent à travers l'État. Un tel barrage ne devrait avoir qu'une seule sortie, qui sera ici, dans le lit d'une rivière asséchée. Et la carte trouvée dans la voiture de John montre comment trouver les nombreux trous et contourner tous les points de contrôle. On demande donc au laitier de balancer l'homme qui l'a fabriqué. Le gars joue tout de suite au con, et il ment en disant qu'il a trouvé la carte sur la route. Il la joue habilement et parle gentiment à Stone. Mais Quiet efface tous ses efforts avec un crachat soudain au visage du flic. Shepard s'approche de la table et porte un coup au prisonnier. La fille se moque de Stone, qui donne tout le sale boulot à ses subordonnés. Les hommes de loi partent, et Quiet, comme d'habitude, n'explique pas les motifs de ses actions à John. Puis Stu et Mike entrent dans la pièce avec une énorme boîte. Elle semble contenir des dispositifs de torture. C'est le cas d'ailleurs. Il y a un tas de formulaires à l'intérieur, que les délinquants doivent remplir en 3 exemplaires. Lorsqu'ils refusent, une chanson pop est jouée en répétition, à volume élevé. La prochaine torture est un rendez-vous avec un ophtalmologiste. F-U-C-K-U. Eyes look a little dry, don't they? Come on, man!
Les tortionnaires passent ensuite à des méthodes plus connues et ils font une torture par l'eau au couple. Mais John refuse toujours de trahir Tommy. Puis Stone les condamne à mort et il part pour trouver et éliminer le cartographe tout seul. Au moment de se séparer, il rappelle son frère à Quiet, qui a sacrifié sa vie pour elle. En partant, il se souvient de sa jeunesse. Il y a 20 ans, un vieil homme s'est tourné vers le policier pour se débarrasser des pillards dans son restaurant. Stone, dont l'arme avait été volée par une fille, noyait son chagrin dans l'alcool et ne voulait pas prendre un cas désespéré. Le crime ne pouvait plus être arrêté, mais en pensant à son père, il a décidé de ne pas rester les bras croisés et il a sorti l'ancienne arme de son père d'un cadre commémoratif. Il s'est faufilé prudemment dans le restaurant et il a trouvé plusieurs hommes à l'intérieur qui étaient venus chercher de la nourriture pour leur famille. Le propriétaire avait caché une énorme quantité de fournitures ici et il n'était pas disposé à en partager ne serait-ce qu'une partie. Mais Stone n'a montré aucune sympathie et il a demandé à tout le monde de quitter les lieux. C'est là qu'ils ont commencé à se moquer de lui, reconnaissant le flic qui patrouillait dans le centre commercial. Stone, humilié et en colère, a commencé à tirer avec son arme et il a abattu tous les intrus. Quand il est revenu à la raison, il a remarqué du sang jaillissant de sous une table. Un enfant se cachait là et le policier lui avait accidentellement tiré dessus. Il a ramassé un ours en peluche ensanglanté et une culpabilité terrible a submergé l'homme. Mais son psychisme a vite changé, protégeant son propriétaire de sentiments insupportables. You had to resist. This is your fault. You broke the law. Pendant ce temps-là, les deux attendent leur sort dans la ligne d'exécution. John se souvient de sa mission et il tombe dans le désespoir. Maintenant, il comprend pourquoi la fille déteste tant Stone. Le laitier avait aussi une famille, mais il ne se souvient même pas de leur visage. Peu importe à quel point il essaie. Au moins, Quiet a des souvenirs de son frère, alors que lui, il n'a que de vagues fragments. Le retour à San Francisco aurait pu être l'occasion de fonder une nouvelle famille. Hélas, ce ne sera pas le cas. Leur tour arrive, et Stu est chargé d'exécuter la sentence. Sur le chemin de l'abîme, John essaie de faire parler le grand gars. Au début, ça ne marche pas, et Stu répond à tous les surnoms et insultes qu'on lui a donnés à cause de son poids. Mais au final, les prisonniers trouvent le point faible du gardien. Ils refusent de sauter, alors Stu doit leur tirer dessus. Il n'arrive pas à se forcer à appuyer sur la gâchette. Stu, your friend has a cold heart, but I see you, Stu. You're not that guy. You're a good guy. Il lui propose de s'enfuir ensemble, et le gars accepte. Ils viennent chercher les objets confisqués, mais Quiet prend l'arme et part seule. Elle enfile la veste de son frère, et elle trouve Shepard dans son bureau. La fille massacre brutalement le bâtard, qui espérait se détendre. À ce moment-là, Mike voit des menottes sur le sol et déclenche l'alarme. Quiet rejoint Stu et John dans le garage. La batterie d'Evelyn est déchargée, et le trio doit pousser la voiture pour la faire démarrer. Stu se fait frapper à la tête et s'évanouit. Les fugitifs décident de ne pas retourner le chercher, et Mike livre son ami aux hommes de loi. John est laissé sans ses armes, qui ont été confisquées d'Evelyn. Mais au moins, il est libre et peut continuer la mission. Quiet dit qu'elle veut se rendre à la ville sanctuaire de Topeka. C'est la seule ville de toute l'Amérique qui n'est pas isolée et qui accepte les réfugiés. Elle et son frère étaient en route pour là-bas, quand ils ont été attrapés par Stone. En plus, c'est sur le chemin de Chicago. John conduit toute la nuit pour rattraper le temps perdu. Il entend un bruit étrange, et il éteint ses phares pour ne pas attirer l'attention. Soudainement, une lumière vive frappe les fenêtres de toutes les directions. 4 énormes camions les ont encerclés dans l'obscurité. L'arrière du camion à l'avant s'ouvre, et Evelyn est poussée à l'intérieur le long d'une rampe. Une inconnue salue le couple, et promet de ne pas leur faire de mal. Watts s'excuse pour cet accueil brutal, et elle fait l'éloge de la voiture du laitier. Did you install this limited slip differential yourself? Sure did. Got it off of a... Backwards. Ces camions se combinent en une grande structure en déplacement. Dedans, on peut bouger librement. Toute une communauté de personnes qui voyagent depuis le début de l'apocalypse y vit. 30 fourgonnettes voyagent avec du carburant fabriqué à partir des déchets biologiques des passagers. Quiet remarque une fille qui fabrique des prothèses, et elle reçoit un majeur en fer en cadeau de sa part. Watts ramène la fondatrice de la commune. Sa mère, très malade, demande au laitier de lui apporter des médicaments. La vieille dame laisse tomber son livre avec le titre mystérieux Granny Sutra, et Quiet le ramasse. Hey, just a ride it and only got the one copy. You did that while driving? Pour s'assurer que John accepte, ils lui promettent des armes et des améliorations pour Evelyn. Le gars échange également pour se procurer l'une des puissantes fusées rouges de Watts. Le médicament doit être pris chez un pharmacien nommé Amber. Elle faisait autrefois partie de la commune, mais Watts l'a jetée dehors. Quiet ne laisse pas John partir seul, et elle le rejoint. En chemin, il remarque le corps d'un autre laitier, retourné et attaché à une croix. C'est le travail d'un groupe appelé les Holy Men. John se souvient de toutes ses connaissances décédées lors de leur mission. Personne de son occupation ne vit vieux, mais un billet pour San Francisco pourrait lui donner une chance.
Bientôt, ils arrivent à une maison dans les bois avec un porche, qui ressemble plus à une serre. Ils sont accueillis par Amber, qui offre immédiatement une tasse de thé à ses invités. Quelques secondes plus tard, ils sont tous les deux paralysés. Ils ne peuvent que parler, et la pharmacienne commence son interrogatoire. L'hôtesse pense que le couple font partie des Holy Men, qui ont tué le précédent laitier. John est à nouveau torturé, cette fois avec des plantes qui brûlent la peau. Amber les menace qu'elle peut facilement transformer leur corps en compost pour son jardin. Mais après avoir lu une lettre de la mamie, elle donne l'antidote à ses invités et s'excuse auprès d'eux. La jeune fille collectionne un bouquet de plantes médicinales et une belle fleur rouge. It has no medicinal purpose. Well, it's on the list, so maybe Granny just likes flowers. Enfin, John interroge Amber sur Watts. Il semble qu'elles étaient plus que de simples amies. Les partenaires partent et s'arrêtent pour la nuit dans une salle de cinéma abandonnée. John joue un film, mais il n'y a pas de son. Ils font eux-mêmes les voix off. Quiet se souvient de son frère, qui l'avait autrefois traîné au cinéma quand elle était enfant. La fille s'endort et John lave ses vêtements dans l'évier. Quiet le découvre et elle est très en colère, car la veste ne sent plus comme son frère décédé. Il retourne chez Watts, qui révèle que Mamie ne peut pas être sauvée. Les fleurs sont nécessaires pour qu'elle puisse mourir selon ses propres conditions et ne plus souffrir. La vieille dame pense que c'est beaucoup mieux que de mourir dans une fusillade. De cette façon, elle peut dire au revoir à sa famille en paix. Elle conseille à sa fille de passer plus de temps avec ceux qui lui tiennent vraiment à cœur. Mamie lui donne la fleur rouge d'Amber, puis tombe dans un sommeil éternel. Watts prononce le discours d'adieu devant la commune. Puis, la vieille dame est envoyée pour son dernier trajet en voiture, avant de se faire exploser. Ensuite, tout le monde célèbre et danse pendant que Watts pense à Amber et l'appelle à la radio. That I pushed you away. I miss you too, hon. John s'excuse auprès de Quiet pour la veste et lui suggère de rester dans la commune. Ici, elle serait acceptée comme la leur, mais la fille refuse. Elle entre dans Evelyn et se dirige vers les friches. Quiet cache une des fleurs paralysantes d'Amber dans sa poche. Sur leur chemin, il tombe sur un voleur dans une voiture. John le tue facilement et prend l'objet le plus précieux, les CD de musique. Quiet aime particulièrement l'un des albums pop, mais elle est gênée de l'admettre. La fille trouve également 2 bouteilles de bière et en donne une à John. Après la première gorgée, le laitier s'évanouit immédiatement et elle part. Sorry, John. You can't have you coming with me. Pendant ce temps-là, à Topeka, Stone réprimande ses subordonnés, qui n'ont pas trouvé les fugitifs. Il exige que les criminels soient sévèrement punis pour le meurtre de Shepard. Au même moment, Quiet se faufile dans l'une des voitures de patrouille et est transportée dans la ville. Cette ville n'est pas un refuge, mais un enfer policier, où la fille est venue se venger. Elle tue des flics et jette leur corps hors de la voiture. Elle commence à avoir des visions de son frère dans la cabane, qui avertit sa sœur d'agir imprudemment. En même temps, Sweet Tooth commence son voyage et arrive au barrage. Il met une grenade dans la bouche d'un garde-poste, le faisant exploser. Pendant ce temps-là, Stu est déjà dans la file d'attente pour l'exécution. Le clown se faufile et tue facilement les gardes avec son énorme machette. Le public éclate en applaudissements. Pendant ce temps-là, John est retrouvé inconscient par un sans-abri. Le vieil homme nu, avec un masque à gaz en guise de sous-vêtement, n'a clairement pas de bonnes intentions. Heureusement, le laitier se réveille à temps et se bat contre le fou. Il trouve un mot laissé par Quiet sur le pare-brise. Elle avoue qu'elle est partie se venger et elle demande non pas de l'aider, mais de vivre une bonne vie à San Francisco. Be the first milkman without an expiration date. Good luck. It's actually pretty sweet. John entre dans Evelyn et continue paisiblement son chemin vers Chicago, se remémorant son ami. Et la fille continue à conduire dans les rues de Topeka, avant de tomber sur une statue de l'agent Stone. Elle ne peut pas réprimander son indignation et juste passer la statue sans rien faire. Ici, elle est approchée par une femme officier, qui remarque le doigt de fer. Quiet accélère et s'échappe. Stone est immédiatement informé de l'incident. Il jette un coup d'œil à l'ours en peluche sanglant dans son bureau, avant de contacter le criminel par radio. L'agent la défie en duel dans un parc abandonné, et Quiet accepte de venir. Pendant ce temps-là, Sweet Tooth conduit les prisonniers à la liberté et sauve Stu d'une nouvelle embuscade. Le clown aime le grand gars et il suggère qu'ils s'appellent les Frères S, d'après la première lettre de leur nom. Soudainement, Stu remarque Mike qui se cache derrière les boîtes. Il couvre son vieil ami, malgré sa trahison. Par la suite, Sweet Tooth suggère à Stu de voyager avec lui. Il voit que le gentil gars ne peut pas survivre tout seul, et le gars accepte. Stu conseille à son nouvel ami de se rendre aux autres avant-postes et de rassembler une armée de fans reconnaissants. Cette idée excite le clown. Les prisonniers libérés rejoignent leur tournée. Quiet atteint le parc, écoutant Stone à la radio. Elle aperçoit la voiture du flic et l'attaque. Mais c'est une embuscade, et la fille reçoit un coup puissant sur le côté. L'agent tire un missile depuis sa Jeep, mais Quiet retourne habilement la voiture. Le projectile vole à travers les fenêtres ouvertes. Les rivaux échangent des attaques et des insultes en se déplaçant. Finalement, un missile explose et renverse la voiture de la fille. Elle est gravement blessée, mais elle survit miraculeusement et sort de la voiture en rampant. Stone se précipite vers l'avant,
tirant un barrage de balles. Mais au dernier moment, sa voiture est explosée par une fusée rouge. John n'a pas abandonné son amie et il est revenu pour elle. Il saute hors de la voiture et Quiet le gronde pour l'avoir sauvée. Soudainement, la fille perd connaissance. Quiet! Quiet, come on! No, no. John pourra-t-il sauver son ami ou sa mort le motivera-t-elle à effacer l'état policier de Stone de la surface de la Terre? À suivre. Les créateurs de la série se sont inspirés du jeu de combat automobile Twisted Metal pour PlayStation, dans lequel tu dois détruire tes adversaires sur la route. Le clown Sweet Tooth dans son camion de glace est l'un des personnages principaux du jeu. Presque tous les personnages de la série sont des références à des personnages de différents épisodes du jeu, d'une manière ou d'une autre. Lorsque John traverse le centre commercial, un disque contenant le premier jeu de la franchise s'envole sur son pare-brise. Aussi, la première fois qu'il essaie de s'éloigner de Sweet Tooth, il entre un code avec le levier de vitesse. Il s'agit d'une référence à une vraie combinaison de touches dans le jeu. Ce code est utilisé pour activer des boosters spéciaux, tels que l'invisibilité ou le gel. La musique joue un grand rôle dans la série. La chanson que les hommes de loi utilisent pour la torture, et la légendaire musique Barbie Girl du groupe Aqua, et l'album préféré de Quiet est Middle of Nowhere de Hanson. Ce n'est pas non plus un hasard si la chanson All the Things She Said de Tattoo est jouée aux funérailles de Granny. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu as déjà joué à Twisted Metal et si tu as reconnu d'autres personnages. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like sur cette vidéo afin que la deuxième partie de cette vidéo sorte le plus rapidement possible.